Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Et pour lancer ce nouveau rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir une animatrice très populaire. Les téléspectateurs de C8 la connaissent bien. Elle est chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et aux commandes de l'émission C'est que de la télé. Valérie Benaïm, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir demandé d'inaugurer ce nouveau podcast. Je suis très très flattée. Eh bien, un très très grand merci surtout d'avoir accepté effectivement d'être la marraine de ce podcast. Alors je rappelle le principe des papas et des mamans célèbres nous racontent leur quotidien de parents. On est très très loin des plateaux télé. C'est pas une interview, c'est vraiment une conversation intimiste. On est entre nous. C'est une discussion et justement, tiens, pour la lancer, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelle relation vous avez avec votre fils Tom, qui je crois a 18 ans. Exactement, il a 18 ans. Écoutez, c'est une relation assez fusionnelle, parce que c'est mon fils ma bataille, comme dirait l'autre. Non, mais voilà, je suis totalement dingue de mon fils. Je suis une maman divorcée, donc j'ai eu une période où j'étais vraiment en tête-à-tête avec lui. Et donc, ça m'a à la fois été un moment absolument béni, en même temps, je pense que toutes les mamans divorcées peut-être s'y reconnaîtront. Je me disais, il ne faut pas non plus être trop fusionnel parce que il faut aussi que lui prenne son envol et que se sente pas responsable de savoir si maman est heureuse, pas heureuse, comment elle va. Mais ça a donc du coup tissé des liens particuliers. Et puis on est dans une relation à la fois de très grande confiance. Moi, on se dit beaucoup de choses, on se parle énormément. Et en même temps, moi, je suis quand même un peu à l'ancienne. Mmh. Donc, une maman, ça reste la maman. Il y a quand même des limites. Il y a des choses qui se disent et d'autres qui ne se disent pas, même si on peut parler de beaucoup, beaucoup de choses. Mais donc, voilà, il y a à la fois une sorte d'autorité, parce que je pense que la maman doit aussi incarner cette autorité-là. Mais en même temps, je suis aussi la maman dans laquelle on va dans les jupons pour dire je suis bien ou pas bien, et puis il me chambre beaucoup. Il y a beaucoup d'humour aussi entre mon fils et moi, parce que d'abord je suis très très fan de son humour. Il sait que moi, je me marre très facilement, mais en bonne mère juive que je suis, je trouve qu'il est hilarant. J'aimerais, si vous le permettez, qu'on revienne quelques années en arrière. Alors, le jour de sa naissance, donc c'est vraiment quelques années en arrière. On est oui. À la maternité. C'est un événement évidemment extraordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez ce jour-là ? C'est un moment particulier parce que d'abord, il ne s'est pas passé vraiment comme je l'imaginais, parce que j'ai fini en césarienne pas prévue. Mais malgré tout, c'est pour moi un instant assez incroyable. Le lien s'est tissé en quelques heures à peine. Et à un moment, vous vous dites, ma vie sans ce petit truc-là n'aurait plus aucun sens. Donc il y a une vraie, il se passe quelque chose, on se regarde dans les yeux et on se dit, ma vie tournait autour de moi, éventuellement de ceux que j'aime, mais là c'est ni moi ni ceux que j'aime, c'est d'abord lui, avant tout lui, toujours lui, rien que lui, et après éventuellement les autres et moi. Et le papa, il était présent au moment de l'accouchement. Je vous pose cette question car on le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes encore aujourd'hui, qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas assister à ce moment. Dans votre cas, comment ça s'est passé ? Écoutez, c'était plutôt prévu qu'il soit là, mais comme effectivement les circonstances ont fait que, il a attendu qu'on m'amène au bloc parce qu'il fallait aller au bloc malheureusement. Mais il était à la fois présent jusqu'au dernier moment du bloc et jusqu'au dernier moment où je suis ressortie du bloc. Il était là. Et on a vécu ça étonnamment assez sereinement, malgré justement ces circonstances-là. Je sais pas, il y avait quelque chose de l'ordre de ça doit se faire et ça va se faire. Et moi, vous savez, je suis un peu le verre à moitié plein, donc moi c'est toujours tout ça va aller. C'est jusqu'ici tout va bien. Donc voilà. Donc non, il y avait une sorte de sérénité quand même, malgré tout. Ouais. Allez, on quitte la maternité, on rentre à la maison, on est avec le bébé, avec le petit homme. Est-ce que, comme beaucoup de femmes, vous avez eu un baby blues, vous savez, le petit coup de mou, le fameux coup de mou qu'on a parfois en rentrant chez soi ? Non, étonnamment, j'ai pas eu de baby blues, vraiment. En revanche, des moments où je m'interrogeais, où je me disais, est-ce que c'est normal ? Il respire là ? T'es sûr qu'il respire ? Les coups de fil à ma mère toutes les 2 minutes et demie. Les fameuses angoisses des premières semaines. Exactement, vous êtes dans la cuisine et puis vous avez quand même le babyphone, vous savez, qui est à côté, dans la chambre de l'enfant, etc. Et puis vous vérifiez 4 fois qu'il est bien on-off. Puis vous finissez par aller dans la chambre et puis vous mettre la tête sur le corps du petit pour vérifier que vraiment ça respire et que tout va bien. Donc oui, voilà, j'ai eu ça. En revanche, beaucoup. Et puis beaucoup d'interrogations, beaucoup de coups de fil à maman, toutes les 2 minutes et demie. Est-ce qu'il fait ça, c'est normal ? Il fait pas ça, c'est normal. Il devrait pas faire ça, est-ce que c'est normal ? Voilà, donc, mais j'avais une mère très très présente à ma demande. Et c'était important pour vous. Et c'était important pour moi. Je trouve que la transmission, elle est importante de maman à maman, voilà.
Et ça s'est fait tout à fait naturellement avec une mère qui n'était pas du tout intrusive, mais qui m'avait montré qu'elle était là si besoin. Et donc, c'était pas je te prends ta place et je t'explique comment on fait, et puis je te prends l'enfant des mains, et puis, etc. Mais en revanche, si tu as besoin, sache que je suis là. Voilà. Et ça, c'était très agréable. Et voilà, la transmission, pour moi, c'est important aussi. Le sommeil, puisqu'on ne peut pas parler des premiers mois sans parler du sommeil. Oh mon Dieu, le sommeil. Le nerf de la guerre. Mon Dieu, alors j'aime cet enfant, mais je l'aurais buté. Il n'a pas dormi pendant 1 an, j'étais fracassée. Donc vous étiez j'étais complètement dingue. Vous voyez Walking Dead ? Voilà, c'était moi à la maison, c'était Walking Dead. Non, j'étais fracassée. Mais en même temps, je n'aurais cédé ma place pour rien au monde, parce que je crois que la nuit, je vous parlais de rencontres tout à l'heure quand je vous évoquais les premiers moments de la naissance. Je crois que la rencontre, elle se fait là, la nuit, quand on est complètement stone, que le petit pleure, qu'on fait le biberon et qu'on recompte 4 fois, parce que le nombre de fois, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais vous savez, vous faites votre biberon et vous devez compter les cuillères de farine, là, de machin, là. Et vous les recomptez, mais vous êtes tellement stone que vous ne savez plus combien vous en avez mis. Donc vous revidez le biberon, vous le recommencez une deuxième fois, vous ne savez plus combien vous en avez mis, vous le recommencez. Je vois très bien, ça, je suis papa d'une petite fille d'un an et demi, et c'est effectivement le quotidien. Ça, c'est incroyable. Et puis vous vous retrouvez, moi j'ai mes souvenirs où je me retrouvais sur le canapé avec le petit, elle donnait le biberon, et on se rendormait l'un sur l'autre. Et étonnamment, je pense que toutes les mamans ou les papas qui m'écoutent et qui donnent le biberon ou le sein l'ont vécu. On s'endort sur le canapé, le petit sur vous ou la petite sur vous, et on se réveille 2 heures ou 3 heures après. Le petit n'est pas tombé, vous non plus. Y a pas l'un n'a pas écrasé l'autre, etc. Comme si une magie, une sorte de petit truc enveloppant prenait le couple, le petit duo maman-enfant ou papa-enfant. Et moi, j'ai vécu des moments vraiment... entre de lévitation, entre 2 trucs, un peu une sorte de petit rêve. Alors oui, j'étais fracassée, oui, j'aurais pu le buter, parce qu'il n'a pas fait ses nuits, mais il a vraiment, quand je vous dis pas fait ses nuits, c'est pendant 1 an. 1 an, c'est raide. Non, c'était raide. Il est plutôt tardif. Mais malgré tout, j'ai presque la nostalgie de ces nuits-là. Il a 18 ans maintenant, c'est un grand couillon. J'aimerais bien pouvoir encore le reprendre un peu. Bon là, s'il entend ça, il va me dire « Ma mère me fout la honte ». Mais parfois la nostalgie de ça, de sentir l'odeur de ce petit bébé. Voilà, c'est charnel. Tout d'un coup, il y a un truc de charnel qui se passe, de peau à peau, l'odeur de leur petite transpiration, de leur petite odeur de nuit. Ça me manque ça un peu. Et à l'époque, on va parler boulot un peu, mais vous étiez animatrice sur TF1. Comment est-ce que vous avez réussi au cours de ces premiers mois bien à jongler finalement entre votre vie professionnelle et familiale, parce que c'est pas évident ces premiers mois. Je sais pas, honnêtement, je pourrais pas vous dire, mais simplement j'étais tellement dans une sorte de je vous parlais de lévitation. Franchement, je me sentais bénie des dieux. J'étais heureuse, quoi. Donc, je m'interrogeais pas sur la difficulté des choses à faire. Il y a des mamans qui vivent des retours de maternité très compliqués. Il peut y avoir aussi même parfois du désamour de l'enfant parce que c'est compliqué, parce qu'on n'arrive pas à le gérer, parce que, voilà, j'ai vu un reportage récemment sur des mamans qui n'arrivaient pas à tisser le lien avec leur enfant à la maternité. Moi, ça a été vraiment enchanté. Quand je vous dis que j'ai eu une chance inouïe, la rencontre, elle s'est faite. L'amour, il a été immédiat. La fatigue, elle était évidemment là, mais elle ne me pesait pas plus que de raison. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une année, parce que ça s'est compté sur une année, particulièrement sur un nuage. Donc oui, c'était compliqué, il fallait jongler, mais j'avais une maman très présente, donc ça c'est une vraie facilité. Un employeur compréhensif ? Un employeur ni compréhensif ni pas compréhensif, mais bon voilà, je me débrouillais toujours en fait. Donc et je crois qu'il y avait quelque chose qui est un vrai luxe pour une maman. C'est que je vous parle de ma maman qui venait m'aider. C'est un vrai luxe quand on doit pas s'arracher de son enfant pour le confier à une inconnue. Quand bien même cette inconnue serait la meilleure des nounous du monde entier. Là, on reste dans un cercle familial. Il n'y avait pas d'angoisse. Je me disais pas qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là. Je savais que c'était ma mère, quoi. Et je pense que c'est un vrai luxe. Vous auriez appréhendé de le confier à quelqu'un d'autre. Complètement. Je l'ai fait par la suite quand il était un peu plus âgé, mais il avait 5-6 ans. C'est autre chose. Là, le nourrisson, ce lien est encore très très charnel, encore très fusionnel. On se dit que le bébé peut pas tout vous dire, qu'il n'est pas capable d'exprimer certaines choses encore. La mère, donc la grand-mère, en l'occurrence avec qui moi ça se passe très bien, parce que ma mère,
Voilà, je l'aime et on s'aime infiniment et il n'y a pas de soucis familiaux, voilà. Je pense que c'est vraiment un luxe, quoi. C'est vraiment un luxe. L'alimentation, Valérie Benaïm, puisqu'on ne peut pas parler d'enfants sans parler d'alimentation, vous le savez bien, hein, c'est essentiel, que ça soit d'ailleurs au cours de la petite enfance, mais ensuite au cours de l'enfance, puis exactement, de l'adolescence. Est-ce que Valérie Benaïm cuisine pour son fils? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Alors moi, j'étais une mauvaise mère, parce que je sais qu'il faut normalement faire les petits pots soi-même, les petits plats, et puis il faut donner le sein, etc. Moi, de toute façon, alors il se trouve que le problème était réglé, parce que malheureusement, comme j'ai eu cette césarienne, j'ai pas eu le droit d'allaiter votre enfant. Mais c'était pas du tout dans mon logiciel. C'était pas une chose à laquelle je tenais particulièrement. Je comprends les mères qui en ont envie, qui en ont besoin, etc. Alors peut-être que j'avais été conditionnée par une mère qui me racontait qu'elle, ça avait été un enfer à l'époque et que le tire-lait fonctionnait pas et qu'elle en avait chié, quoi, tout simplement. Mais en l'occurrence, moi, c'était pas un désir. Voilà. Et j'aimerais d'ailleurs, pour revenir à ça, qu'on cesse les injonctions et qu'on arrête de culpabiliser les mères. Parce qu'il y a un dictat, on est tout à fait d'accord aujourd'hui, de l'allaitement. Vous vous sentez mauvaise mère. Exactement. Si je résume, hein, quand vous ne souhaitez pas allaiter. Mais même là, lorsque on me disait, tu tires le lait pour ton fils, je disais, non. Ah bon? Et alors je me sentais obligée de justifier. Non, mais de toute façon, je ne peux pas parce que, tu comprends, j'ai une césarienne. Mais en fait, je vous emmerde. Pardon pour la vulgarité. Mais je fais ce que je veux. Je tisse le lien avec mon enfant comme je le veux. Je peux donner autant d'amour en donnant un biberon qu'en donnant mon sein. Et je veux que les femmes soient libres de le faire ou de ne pas le faire. Si elles veulent le faire, c'est parfait, c'est formidable, c'est génial. Mais si elles veulent pas le faire, mais qui sommes-nous pour dire, mais tu n'aimes pas ou tu aimes moins ou moins bien ton enfant, etc. Et on sent que ça vous tient à cœur, effectivement, ce dictat. Vous pensez que beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui de ce Oui, parce que j'en entends beaucoup de jeunes femmes qui me disent, voilà, je suis un peu regardée de travers parce qu'aujourd'hui, comme on est un peu dans un retour aux sources, il faut faire manger bio, il faut manger très bien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord et bravo et bien sûr. Mais les femmes ont déjà tellement d'injonctions, tellement de devoirs. Alors, il faut être une super gonzesse sexy. En même temps, il faut être une mère maternante et aimante. En même temps, il faut être une Wonder Woman au boulot. En même temps, il faut bien s'occuper de son mari. En même temps, on peut juste nous lâcher 2 secondes et on peut faire juste du mieux qu'on peut, comme on peut et comme on aime. Et ce qui nous fait plaisir. Parce que moi, je crois qu'une mère qui donne le biberon et qui est heureuse de le donner, elle donne 10 fois plus d'amour qu'une mère qui donne le sein par obligation, et alors que ça la fait souffrir, et alors qu'elle n'en a pas envie, et que l'enfant va bien sentir qu'à un moment, il y a un truc de peau à peau qui n'est pas vraiment voulu, pas vraiment... Voilà, moi je veux qu'on soit heureux de faire ce qu'on fait, quoi. Voilà. Toujours sur l'alimentation, Valérie Benaïm, j'ai une petite question. Vous êtes née, je le rappelle, au Maroc, vous y avez même vécu jusqu'à 4 ans. Est-ce que ces origines marocaines se retrouvent aujourd'hui encore dans l'assiette de votre fils? Et je pense notamment aux fameuses boulettes. Vous savez que Cyril Hanouna évoque c'est obligatoire de parler des boulettes, parce que si je ne parle pas des boulettes, évidemment. Très honnêtement, comme je ne suis pas une cuisinière incroyable, il ne les retrouve pas forcément dans ma cuisine, dans celle de ma maman, oui, qui est une excellente cuisinière. Qui habite toujours en région parisienne. Qui habite pas très loin. Alors moi, vous savez, moi je suis très collée à ma mère, donc on est, je crois, à 3 rues d'écart, à peine. Et donc Tom, donc mon fils, je travaillais beaucoup et il a beaucoup passé de temps chez sa grand-mère aussi. Et donc, il a beaucoup dîné, déjeuné avec sa grand-mère, chez sa grand-mère. Donc maintenant, j'avoue que maintenant, je m'y mets. Donc, j'essaye de cuisiner parce que j'ai envie. Mais là, encore une fois, vous voyez, c'est l'envie. Je n'avais aucune culpabilité à donner des petits pots à mon fils. Et à lui faire à manger ce que j'estimais être capable de faire à manger et voilà. Mais c'est vrai qu'il a mangé des boulettes. Si c'est la question, voilà, a-t-il mangé des boulettes? Oui, des boulettes aux petits pois absolument délicieuses, au cumin, que maintenant je maîtrise, figurez-vous. Mais depuis pas très longtemps. Très bien. Voyez, voilà. Donc j'ai peut-être qu'à cause de Cyril, j'ai dû m'y mettre. Voyez, parce qu'avant je ne savais pas en faire. Donc grâce à Cyril, on peut maintenant manger moi, je dis à cause, des boulettes chez Valérie Benaïm. Allez, Valérie Benaïm, ça fait déjà quelques minutes qu'on discute ensemble, que vous nous faites vivre par la voix. C'est le principe de ce podcast, votre quotidien de maman. Je vous propose une petite respiration avec un petit quiz. Alors ça s'appelle le Mummy Quiz. Vous allez voir, ça sera désormais la tradition dans ce podcast. Alors le principe, c'est très simple. N'ayez pas peur. Je vous pose en rafale 4 questions. D'accord. Vous devez y répondre au tac avec des réponses courtes. Est-ce que vous êtes prête? Je tremble, mais je suis prête. Est-ce que vous surveillez, Valérie Benaïm, de très près les petites copines de Tom?
Il va écouter ou pas? Parce que ça dépend de... Libre à lui. S'il écoute, je vous dirais que non. Mais évidemment, je regarde les fréquentations, mais garçons et filles. J'ai envie que ses copains soient des garçons et des filles bien dans leur pompe, sympas, et qui aient des bonnes influences sur lui. Mais ils sont tous sympas. Et les petites copines? Voilà. Deuxième question, est-ce que vous surveillez votre fils sur les réseaux sociaux? Non, parce que j'ai pas envie. Je lui fais une entière confiance. On en a énormément discuté, énormément parlé. Il sait d'abord en plus que par ailleurs, aujourd'hui, maintenant, les réseaux sont particulièrement scrutés, y compris notamment lorsqu'il voudra un futur employeur, et que les petites erreurs de jeunesse peuvent évidemment... voilà. Et je le trouve assez intelligent et raisonnable, et je lui fais confiance. Voilà, parce qu'on en a parlé, parce qu'il sait. Donc ce sont des sujets dont vous discutez ensemble. Là. Voilà, on discute. Est-ce que vous avez hâte qu'il quitte la maison? Parlez pas d'angoisse comme ça, mon Dieu. Bien évidemment, non. Même si c'est un jeune homme déjà très indépendant, qui sort, qui a sa vie, et que je suis habituée malheureusement à quitter, parce que comme vous le savez, je suis divorcée de son papa, et donc il passe du temps chez son papa, puis du temps chez moi. Donc je suis habituée à ne pas la voir aussi à la maison. Malgré tout, je sais que ce sera compliqué quand il s'en ira complètement, quand il et que quittera le le syndrome lit. du nid vide va me guetter, et que je serai en demande, et que je serai relou, comme il va dire. Voilà, parce que sa présence, elle est importante pour moi, et que je l'aime. Dernière question, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu de fille? Alors, si je suis tout à fait honnête, je vous cache pas que lorsque j'ai su que j'allais avoir un garçon, mon premier réflexe a été de dire « Ah mince, je voulais une petite fille », parce que je voulais jouer à la poupée. Voilà, mais ça a été l'espace, on va dire, d'une soirée. Et très honnêtement, le rapport que j'ai avec mon fils, c'est un rapport tellement dingue que je ne conçois pas maintenant autre chose. Et par ailleurs, je me dis que peut-être ce rapport-là est dingue justement parce qu'il n'est pas une sorte de miroir de moi. Il est le sexe opposé. Il m'étonne tout le temps. C'est un garçon. Il n'a rien à voir avec une fille. En tout cas, ce que j'imaginais peut-être d'une fille, ou de comparaison avec moi, ou de voilà. C'est un petit être à part entière. Et donc, je suis très heureuse en fait d'avoir un garçon, vraiment. Allez, on reprend notre discussion avec un nouveau thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de l'éducation. Quelles sont les valeurs que vous avez souhaité lui transmettre à Tom? Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Alors, moi, je lui ai toujours dit qu'il fallait une vraie droiture morale. Donc ça, c'est le plus important. Après, le reste, dans la droiture, j'inclus de l'élégance, j'inclus de la charité, j'inclus de l'empathie. Voilà. Après, que l'on soit plus ou moins cultivé, que l'on soit plus ou moins... Moi, là, voilà, le plus important, c'est son rapport aux autres, son rapport à ce qui se passe autour de lui, l'ouverture d'esprit, et de la curiosité. On parlait tout à l'heure de vos racines marocaines. Est-ce qu'elles ont une place importante dans l'éducation que vous lui avez apportée? Je sais pas, certainement. Je ne me vois pas faire, donc j'imagine. Je suis imprégnée de ce que mes parents eux-mêmes m'ont transmis. Et comme je vous le disais, la transmission, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais je pense pas qu'elle se décrète. Je pense qu'elle se vit de façon un peu empirique, dans les choses que je fais, dans ma façon d'être aux autres, et que peut-être il reproduit ou il me voit faire, et que je lui transmets consciemment et inconsciemment. Vous avez employé l'expression mère juive. Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce que effectivement Oui, je crois que c'est un peu un mythe. Toutes les mères sont des mères possessives, enveloppantes. Après, on vient du bassin méditerranéen, donc peut-être qu'on est un peu plus exagéré. Mais peut-être que, je pourrais le dire pour une mère espagnole, pour une mère italienne, pour une mère grecque. Je ne sais pas. Et la religion, c'est important dans votre foyer? Oui, c'est important parce que je suis croyante, pas excessivement pratiquante, mais je pratique, et que ça fait partie de la transmission de ce que je veux aussi donner à mon fils. Il a un papa qui n'est pas juif, donc c'est bien. Moi, je suis très heureuse de cette mixité pour lui, de ces doubles cultures, doubles racines. Mais c'est d'autant plus important qu'il a cette double culture-là, de cette double religion-là, que je lui explique la mienne. Qu'il la vive, Il a été élevé dans un multiculturalisme. Son papa est de religion catholique, mais absolument athée, totalement athée, donc pas du tout pratiquant, pas du tout croyant. Donc de la religion, il ne connaît que mon côté. Voilà, parce que moi, en revanche, je fais quelques fêtes juives et je pratique un peu.
Mais c'est vrai que moi, la religion, je la vois plus. Je parlais tout à l'heure de transmission. Je la vois comme une transmission de racines. Et ce qui me plaît dans la religion juive, c'est que c'est une religion du questionnement. On ne dit pas ce qu'on doit faire, on s'interroge sur ce qu'on doit faire. Et moi, j'aime bien cette idée-là de la transmission de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On ne dit pas ça c'est bien, ça c'est mal. Mais qu'est-ce qui est, et est-ce que ce que je fais est bien ou pas? Voilà, c'est comme ça que j'envisage cette transmission-là. Et si demain il vous dit maman, j'ai trouvé la femme de ma vie, mais bon, elle n'est pas juive. J'ai bien trouvé son papa qui n'était pas juif, donc très bonne réponse. Je serais très mal placée. Non, moi je veux que mon fils soit heureux, mon fils soit heureux et qu'il soit complet. Et je pense que être complet, c'est être heureux en amour. Et qu'aime être heureux dans sa vie professionnelle, etc. Donc, ça sera en aucun cas une barrière. Mais je ne veux pas qu'il renonce à qui il est, en revanche. Mais ça, je le sais suffisamment solide et sûr de qui il est pour partager ce qui il est avec quelqu'un d'autre qui ne sera peut-être pas dans la même religion que lui. Alors aujourd'hui, vous ne vivez plus, vous l'avez dit avec le père de Tom, mais avec un autre homme. Est-ce que ça a été facile pour vous de recréer un cocon, vous savez, une bulle dans laquelle Tom a toute sa place? Ça a été une vraie interrogation, bien évidemment. Je pense que toutes les Comme mamans, toute famille recomposée. Voilà, tous les papas, tous les mamans divorcées se posent la question quand ils ont des enfants de est-ce que je fais bien, comment je fais, etc. Je suis restée très longtemps célibataire après la séparation. Et c'était pas une décision du tout qu'on prend à la légère parce que ça implique un enfant. Donc à partir du moment où on décide de présenter l'homme que vous venez de rencontrer à votre enfant, on peut jamais être sûr en amour, mais en tout cas on peut avoir quelques a priori certitudes de ça peut être une histoire, voilà. Donc moi j'ai pris du temps et en revanche ça s'est fait extrêmement naturellement. La greffe, pardon pour cette expression horrible, mais je suis bien d'accord, pris. Je suis d'accord, comme une bouture, comme une fleur, comme ça. Cette bouture-là a pris, mais encore une fois, très légèrement. Il n'y avait pas de pesanteur. J'ai eu ce bonheur-là que ces deux hommes-là se rencontrent et s'apprécient. Ça s'est passé aussi par l'humour, parce qu'ils ont beaucoup ri ensemble, à mes dépens, je vous le cache pas. Donc tout de suite, dès qu'on peut se foutre de ma gueule, on y va. Mais j'en étais absolument ravie de voir que mon petit bonhomme rencontrait cet homme-là pour qui j'éprouvais de l'amour, et qu'il se trouvait sur un terrain qui était celui de l'humour et qu'ils avaient en commun de m'aimer et que tout se passait merveilleusement bien. Mais vraiment, c'est-à-dire, quand je vous dis je n'aurais pas rêvé mieux, je n'aurais pas rêvé mieux. C'était, là encore, béni des dieux, quoi. Et si justement la greffe n'avait pas pris, ça aurait été un gros problème pour vous? Oui. Et je pense, alors c'est assez terrible, mais j'aurais choisi mon enfant. Mais je crois que toutes les mamans auraient fait pareil, et tous les papas feraient pareil. Je crois, oui, parce que malgré, même si on aime un homme, mais que ça se passe pas bien avec l'enfant, je crois qu'on finit par reprocher à l'homme que ça ne se passe pas bien et que le couple empathie et qu'à un moment ou un autre, de toute façon, ça se délite. Donc voilà, c'est assez terrible, parce que voilà, mais moi je suis mère. Enfin, je crois que j'ai été mère pendant très longtemps avant d'être femme. On s'oublie. Et c'est pas un reproche, mais voilà. Et puis maintenant mon fils est grand, donc la femme a pris le pas. Mais je reste intrinsèquement une mère, vraiment, vraiment, avant tout. Je crois que je pourrais. Je pourrais commettre le pire. Vous pouvez dire tuer pour votre enfant. Ouais, non, mais c'est terrible, mais j'ai un instinct de louve, quoi, sur mon fils. Allez, un petit mot sur l'école. Il vient de passer son bac. D'ailleurs, vous en aviez parlé avec la fierté d'une maman à l'antenne. Est-ce qu'il a déjà eu envie de devenir journaliste comme la maman? Oui, alors je sais pas trop ce qu'il a envie de faire. Je sais qu'il se cherche, mais qu'il a des désirs d'écriture, qu'il a des désirs, il fait des études de sciences politiques. Ce qui l'intéresse, c'est d'écrire, de comprendre le monde, pourquoi pas d'être grand reporter. Il n'a pas fermé la porte du journalisme. Non, il n'a pas fermé la porte au journalisme, parce qu'il l'intéresse absolument pas, c'est la célébrité, mais absolument pas. Parce que d'abord il connaît, donc ça le fascine pas du tout. Il y a pas ce côté un peu magique de ça doit être incroyable. Lui il se dit non, c'est ma mère, c'est pas du tout incroyable, là, croyez-moi. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui le tarabuste, mais en revanche être dans l'écrit, oui, pourquoi pas. Et justement, vous évoquez votre célébrité. Alors, vous êtes très, très discrète, et d'ailleurs, vous nous confiez des choses et on vous en remercie. C'est la première fois que je parle autant de ma vie privée. Mais absolument, vraiment. Et vous êtes très discrète, justement, j'insiste sur ce caractère, mais vous êtes quand même, que vous le vouliez ou non, un personnage public. À partir de quel moment, Tom, il en a pris conscience de cette célébrité? Très tardivement. C'est-à-dire ?
Je crois qu'il devait avoir peut-être son entrée en 6e ou même un peu plus tard, même 5e, 4e. Et vous vous souvenez du jour où il en a pris conscience? Non, c'était pas un jour. Oui, ça s'est fait progressivement. D'abord parce que dans les petites classes, moi je venais quand même le chercher, je faisais les sorties scolaires avec toutes les mamans, comme normalement, enfin voilà, quand on veut vivre une vie normale, on fait une vie normale, enfin voilà, et puis les gens s'habituent à vous voir dans la cour de récré, à la kermesse de l'école, et donc ça n'a pas d'incidence. Et puis à partir du collège, là on est dans un univers où moi mon fils en plus était dans un collège qui faisait également lycée, donc c'est une grosse structure avec beaucoup de monde, donc j'imagine que lui revenait aux oreilles le ah t'as vu c'est le fils là-bas de la fille à la télé, donc c'est peut-être comme ça que lui sont revenues les choses, mais ça a été, je le crois, enfin je l'espère, quelque chose dont il a pris conscience sans vraiment en pâtir ou en souffrir. Il n'en a pas souffert. Parce que il a eu ses petits camarades depuis même le CM2 qui ont suivi en 6e, et il a les mêmes copains depuis la 6e jusqu'à la terminale, vous voyez maintenant, qui me connaissent, qui sont venus à la maison depuis tout petit, donc pour eux, bon ben voilà, ça change pas grand-chose, quoi. Après, il y a une particularité de Touche pas mon poste, c'est une émission très populaire chez les jeunes, notamment dans les cours de collège et de lycée. Est-ce que des copains, parfois justement bien intentionnés, sont venus lui dire, allez, il est comment Cyril en vrai? Oui, mais bien sûr. Certains copains, copines sont fans de Touche pas à mon poste. Alors Tom, lui, regarde pas du tout l'émission. Il est très en dehors de ça. Et c'est marrant parce qu'il est très réseaux sociaux ou très YouTube et compagnie. Donc la plupart du temps, il m'envoie un SMS en me disant, qu'est-ce que t'as encore fait? Je dis, mais quoi? Qu'est-ce que t'as encore fait? Parce que j'ai reçu 12 messages de potes qui m'ont dit, tiens, on a vu ta mère déguisée en tigrou ou je ne sais quoi. donc, mais ça le fait beaucoup rire. Et donc, du coup, il va voir la séquence en replay, machin. Mais donc, oui, et comme c'est plutôt des copains qui apprécient l'émission, ils sont tous très bienveillants et ils trouvent tous très rigolos et très cool que Tom ait une mère qui fasse de la télé et qui fasse la mariole parfois, en disant oh, ta mère elle est cool. Bon, lui il dit ouais, vous la connaissez pas en vrai. mais non, mais j'ai vraiment là-dessus, oui. Et je sais en revanche qu'il a plus de soucis lorsqu'on se promène, par exemple. Quand il était petit, il était tout content quand on venait m'aborder dans la rue. Il venait se coller contre ma jambe en mode ouais c'est ma mère à qui on demande un autographe ou là, mais avec le temps en revanche à l'inverse il se fait de plus en plus distant et même parfois il marque des pas en retrait comme si non mais je veux pas avoir affaire à cette histoire-là. Quand quelqu'un vient par exemple vous voir pour une photo dans la rue, il est gêné, ça le gêne. D'abord parce que je pense qu'on accapare aussi sa mère, et parce qu'il ne sait peut-être pas non plus quelle attitude avoir, s'il faut être là, pas là. Enfin, donc du coup, il est très en retrait de ça. Ça le gêne. Il est pas formidable là-dessus. Enfin, il est pas bien à l'aise là-dessus. Il est très heureux d'ailleurs quand on part en vacances à l'étranger, parce que personne ne me connaît. Je suis une illustre inconnue et ça le ravit. Ouais, et pour conclure ce podcast, oui, c'est déjà la fin. On pourrait discuter. Déjà, c'est fou. Et oui, des heures avec vous. J'aimerais vous poser une question. Vous m'avez fait dire beaucoup de choses. Bravo. Parce que d'habitude, je dis pas autant. Et je vous en remercie. Question très très simple pour conclure, pour finir. Quel conseil ou quel petit mot adresseriez-vous à une femme qui vient d'écouter ce podcast, qui vient d'écouter cette conversation et qui va être maman dans les prochains mois? Alors, de n'écouter personne. Alors, elle m'a écouté moi, mais oubliez tout ce que je vous ai dit et juste écoutez-vous. Vous avez, toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Alors, elles sont peut-être diffuses, elles sont peut-être confuses, elles sont peut-être contradictoires, et peut-être que c'est tout à fait normal, et peut-être qu'un jour vous penserez un truc et le lendemain vous direz non, en fait, j'ai pas du tout envie, et je vais faire tout l'inverse, et c'est pas très grave. Et au contraire, c'est ça qui est bien. C'est qu'il faut juste être à l'écoute de soi, de son corps, de son enfant, et juste accepter de vivre ce moment à 100%, et dans tout ce que ça a de complexe et de heureux, parfois d'intrigant, parfois de flippant, parfois pour celles qui feront peut-être le baby blues, d'aller pleurer sous la douche et de dire mais c'est pas possible alors que je suis super heureuse. Mais c'est pas grave, ça fait partie du bonheur, et croyez-moi, quand ils auront 18 ans, que ce seront des grands couillons, vous vous direz, je suis un peu nostalgique de ce moment-là et de ce temps-là. Donc juste kiffer, quoi. J'ai un bouquin qui s'appelle bientôt Kiffeuse en série, donc je ne dirais qu'un truc, c'est kiffer ce moment. Eh bien, en tout cas, moi je l'ai kiffé ce moment. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. À bientôt, au revoir.
d'abord.